tous, je m'appelle Marine Duménil et je viens vous parler de sécurité, dans la continuité de la présentation d'avant pour ceux qui étaient là. Arrêtez de cacher votre sécurité, vos failles à côté des monstres sous votre lit. Et donc, je vais parler d'automatisation de la sécurité. Juste pour voir un peu qui est là, qui est développeur ou développeuse ici, et qui fait de la sécurité. Ok. Moi, j'adorerais que toutes les mains se lèvent aussi à la deuxième question, parce que c'est hyper important. Voilà. Et qui est confiant sur le niveau de sécurité de son application? Bon, il n'y a pas beaucoup de mains. Souvent, c'est aussi parce que on ne regarde pas ses failles. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Petite présentation rapide. Donc moi, je travaille depuis 3 ans chez Théodo. Théodo, c'est une entreprise qui aide différentes boîtes à créer leur site. Et ça fait un peu plus d'1 an que je fais de la cybersécurité de manière plus poussée au sein de Théodo, et donc pour aider notamment à automatiser et pour aider les développeurs à justement être confiants sur leur niveau de sécurité dans leurs applications. Donc aujourd'hui, notre plan, ça va être pourquoi les équipes elles ignorent leurs failles, les équipes, quels sont les éléments qui montrent ça. Je vais parler d'automatisation parce que ça me semble essentiel. Ensuite, je vais vous parler d'un outil Lean qui s'appelle le QRQC, donc je vous expliquerai ce que c'est et comment ça marche. Et ensuite, quels sont certains outils que j'ai mis en place. Donc je ne les exposerai pas tous, mais je vous donnerai des liens et des infos. Donc, il y a des monstres qui se cachent sous vos lits. Il y a eu une étude qui a montré en 2020 que 50% des applications web contenaient une faille critique. Quand on dit critique, ça veut dire il y a du code qui peut être exploité sur le serveur, ou on peut récupérer des données sensibles des utilisateurs. En tout cas, quelque chose qui fait très mal à votre entreprise, à votre site, etc. Donc, si déjà il y a 50% qui ont une faille critique, imaginons toutes les autres failles qui sont moins critiques, mais qui ont quand même un impact. Pourquoi les équipes ignorent? Donc moi, dans ignore, j'entends 2 choses. C'est le fait de ne pas les connaître, pas savoir qu'on a des failles, mais aussi le fait de parfois avoir une petite idée qu'il y a une faille dans tel truc que j'ai développé, mais on le laisse de côté et puis on verra les suivants. Peut-être qu'eux, ils auront une meilleure idée pour résoudre ce problème. Ou peut-être qu'ils ne s'en rendront pas compte et bon, du coup, tant pis. Du coup, pourquoi ils sont ignorés? Est-ce que vous avez des idées de pourquoi on ignore nos failles? Ouais. J'ai une main là-bas. Ouais, c'est vrai, on ne vient pas sur du code qu'on a fait avant. Là, j'ai... Ouais, c'est dur d'assumer. Ouais, l'automatisation. C'est vrai, c'est un très bon point. On ne sait pas comment corriger. Et puis, il y a une dernière... Ouais. C'est coûteux. Ouais. C'est plein de super bonnes raisons. Donc moi, je les ai résumées dans 3 catégories. Donc la première catégorie, c'est complexe, effectivement. Pourquoi c'est complexe? Déjà, si on prend un code, un exemple d'archi, mais super basique, vraiment mon appli toute simple, j'ai quelques briques, voilà. C'était pas très long à développer, c'était pas très dur. Je fais un peu mes petits calls réseau, j'appelle ce qu'il faut. Où est-ce que là, je peux avoir des failles de sécurité? Partout, en fait. Je peux en avoir dans mon code front, parce que y a des vulnérabilités front, je sais pas, j'ai une XSS, etc. Je peux en avoir dans mon back, du contrôle d'accès notamment. Je peux avoir des dépendances qui ont, elles, des failles critiques. Il y a les antivirus, par exemple. Je peux avoir des fichiers qui sont uploadés, qui sont vérolés, etc. Donc, en fait, c'est énorme. Et en plus, il y a 50 nouvelles CVE. Donc, les CVE, c'est Common Vulnerabilities and Exposures. C'est les failles qui sont, notamment sur mes dépendances, en tout cas toutes les failles qui sont répertoriées dans une base de données. Et il y en a 50 nouvelles par jour en moyenne. Donc, ça fait beaucoup à checker. Et heureusement qu'on ne les check pas à la main. Et donc, voilà, donc ça fait une surface d'attaque qui est très importante.
Et donc, ça peut survenir partout. Il y a les évolutions. Et en plus, du coup, les développeurs, ils n'ont pas non plus forcément tout le temps de se tenir à jour de tout ce qui sort tout le temps. En plus, on a aussi le manque de responsabilité. En fait, si vous n'avez pas quelqu'un qui est référent sur la sécurité, il va rien se passer. Quand tout le monde est responsable de quelque chose, personne n'est responsable. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Je la sors très, très souvent à mes devs, plein de gens avec qui je travaille. Parce que parfois, on a une idée en réu et on dit « Ah, ce serait cool de sortir telle fonctionnalité. Tiens, j'ai tel utilisateur qui m'a remonté le fait qu'il n'arrivait pas à uploader son fichier. Tiens, dans ce bout de code, je trouve ça un peu bizarre. Peut-être qu'il y a un problème et qu'il faudrait aller creuser. » S'il n'y a pas une personne qui va dire « Ok, moi, je regarde pour la semaine prochaine et je vous fais un compte-rendu. » Et je vous dis où je fixe le problème, même, c'est encore mieux. Il ne va rien se passer du tout. Et donc, c'est pour ça que vous devez mettre quelqu'un qui est responsable de la sécurité et qui va pouvoir aider, et aussi où les développeurs qui, eux, n'ont pas forcément la connaissance vont pouvoir aller voir cette personne et lui remonter les problèmes qu'ils ont vus. Il y a aussi la pression du delivery. Souvent, votre client, votre PO, la partie qui est moins tech, ils vont vouloir plutôt délivrer la nouvelle feature que d'aller corriger la faille. Et du coup, comment prioriser ces sujets. Et du coup, le troisième point, c'est aussi l'impact. C'est un truc qu'on me sort souvent. Les gens, ils disent, donc là, on n'en a pas parlé, mais l'impact d'une faille, c'est quoi? C'est dur de dire ce que c'est l'impact d'une faille. Moi, je dis l'impact, il est non immédiat. Attention, je dis pas peut-être ça va se produire. Je dis pas que c'est un impact potentiel. C'est un impact non immédiat. La question, c'est quand est-ce que ça va se produire. Si jamais vous fixez jamais, c'est sûr, un jour, vous serez attaqué. Il y a aussi une petite phrase qui dit il y a les entreprises qui savent qu'elles se sont fait attaquer, et puis il y a les autres qui juste le savent pas encore. Mais en fait, elles se sont aussi fait attaquer. Et donc c'est hyper important de chercher ça. Et d'ailleurs, on voit beaucoup... moi, j'ai donc des gens qui viennent me voir quand ils ont des problèmes de sécurité. Et on voit la différence très nette entre ceux qui ont déjà été attaqués, qui vont vouloir qu'on fasse les choses vite, faire les choses bien, corriger assez rapidement. Et puis ceux qui ont l'impression qu'ils ne se sont jamais fait attaquer. Et donc, qui vont dire moi, je voudrais un tampon, comme ça, on dit que je suis OK, sécu. En fait, ils n'ont pas du tout réalisé qu'ils pouvaient être vulnérables. Mais du coup, ces failles, OK, on en a peur, mais si ça se trouve, sous votre lit, il y a juste une fourmi. Et du coup, c'est juste un bug, un insecte qui se cache sous votre lit. Donc, j'ai remis un peu la définition du bug. Donc, un bug, c'est un défaut de conception ou de programmation. Et c'est clairement ce qu'est une faille. Parce que c'est un défaut qui a été introduit à un moment dans le code. Et donc, il faut le corriger. Le problème, c'est pas si facile que ça à corriger, toujours. Pourquoi c'est différent d'un bug classique? C'est pas toujours remonté par vos utilisateurs. Enfin, même c'est très rarement remonté par vos utilisateurs. Eux, ils vont pas voir la faille. Si c'est remonté par un utilisateur, en général, c'est qu'il a exploité la faille. C'est un peu trop tard. C'est difficile de mesurer l'impact. Peut-être que c'est une fourmi, mais peut-être que derrière, il y a une fourmilière. Et donc, il faut aller regarder aussi ça. Et donc, parfois, c'est très complexe à corriger et il faut demander de l'aide ou se mettre à plusieurs pour le corriger. Et ça peut demander beaucoup de temps aussi. Donc, si on prend un exemple avec... moi, j'aime beaucoup me baser sur l'OWASP. l'OWASP, c'est Open Worldwide Application Security Project. Ils ont fait un top 10, ils le sortent tous les 3 ans à peu près, des failles, des catégories de failles les plus présentes. Et donc, la catégorie numéro 1, c'est le Broken Access Control, donc le contrôle d'accès qui ne correspond pas à ce qui est attendu. Et donc, on se dit, c'est pas grave, moi, je vais aller regarder mon appli, et puis je vais regarder où est-ce qu'il y a des failles de contrôle d'accès. Super, je regarde donc toutes mes routes, et en fait, j'en ai 300. Est-ce que j'ai envie d'aller les regarder à la main, regarder chaque faille? J'ai pas le temps, en fait. J'ai clairement autre chose à faire. Donc, il faut automatiser. C'est hyper important.
Si jamais vous êtes serein sur votre sécurité et que vous n'avez pas automatisé, bah, vous êtes exactement comme ça. Vous êtes au milieu du feu et vous vous en rendez pas compte. Il y a plein d'outils qui sont hyper utiles. Donc, un des outils qui est très cool, c'est SemGrep. C'est un outil open source qui vous permet de remonter certaines failles avec des patterns classiques de code. C'est hyper cool, ça supporte 30 langages. Et donc moi, par exemple, là, je l'ai lancé sur Juice Shop. Juice Shop, c'est un des projets de l'OWASP. Donc c'est un site qui est vulnérable volontairement, avec plein de vulnérabilités. Donc ça permet aussi de s'entraîner. Et donc si on lance SemGrep dessus, bah, il nous remonte. Alors il nous remonte, je sais même plus combien de failles, vraiment beaucoup. Et donc, par exemple, bah là, on a une injection SQL, on a du directory traversal, donc on peut uploader des fichiers là où on veut, par exemple, écraser le ETC password, par exemple. Et donc voilà, donc ça permet de trouver des failles. Le problème de ce genre d'outil, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs. Donc, c'est pas suffisant. Il y a des choses qui, en fait, vont pas vous concerner. Et bon, ça trouve pas aussi toutes les failles. Donc c'est pas toujours... Enfin, c'est un bon début, mais il y a encore des choses à faire derrière. Et donc, pour ça, après la première étape d'automatisation, moi, je vais vous parler du QRQC. Et donc, c'est apprendre de ces failles pour éviter leur reproduction. Donc, qu'est-ce que c'est le QRQC? C'est un outil Lean. Donc, le but, c'est d'aller constater les défauts qui sont sur le terrain et ensuite de chercher des contre-mesures adaptées. Donc, pourquoi sur le terrain? C'est parce que c'est là que se passent vraiment les failles, en fait. Enfin, c'est le code, c'est à l'endroit du code. Et en fait, ça évite aussi d'avoir des intuitions ou des idées reçues. Moi, j'ai déjà vu des gens qui me disaient oui, on a une faille de contrôle d'accès. Moi, je pense que c'est parce que le métier, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils ne savent pas qu'il faut que l'utilisateur ait le droit de lire que ses propres documents. Souvent, c'est pas ça qui se passe. Hein. Souvent, c'est on va aller voir dans le code et en fait, il y a un développeur qui a enlevé la ligne en faisant une refacto, par exemple. Ah bah dommage, le métier, il l'avait précisé, ou en tout cas, la première personne qui avait codé la feature, elle l'avait mis. Et en fait, ça se retrouve plus ici. Donc, on va aller creuser comment ça s'est passé. En tout cas, c'est hyper important de remettre en cause ces intuitions et d'aller vérifier sur le terrain ce qui se passe. Avec la pièce réelle, les données réelles, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça vient de Toyota et ils ont mis en place un flux. Donc QRQC, ça veut dire Quick Response Quality Control. Et ça permet d'aller donc creuser ce qui se passe. Donc d'abord, on fait la quick response. On a une faille, on corrige, c'est important. Donc on va identifier notre problème. Ensuite, on va aller caractériser ce que c'est. Donc c'est une faille de contrôle d'accès, par exemple. Et on va corriger, on va sécuriser. C'est hyper important. Et ensuite, on va aller creuser les causes qui sont derrière et mettre en place des actions qui vont corriger à plus long terme. Et ensuite, c'est important de partager, donc capitaliser sur ce qui a été trouvé dans cette analyse pour éviter déjà que ça se reproduise. Parce que j'ai peut-être protégé ma route numéro 1, mais si j'ai ma route numéro 2 qui est elle aussi est vulnérable, ça ne suffit pas. Et aussi le partager aux autres équipes. Si vous êtes dans une boîte où il y a plein d'équipes tech, c'est hyper cool d'aller leur partager ça aussi. Et donc dans les différentes entreprises, par exemple, dans des industries, Valeo, ils ont réussi à atteindre 0 défaut sur certains de leurs sites, après quelques applications de ce QRQC sur tous leurs défauts. Et Safran, ils ont augmenté de 15% leur taux de livraison et la qualité de leurs produits. Donc ça améliore aussi la qualité. En fait, c'est un outil qui est très utilisable sur les bugs, mais du coup sur les failles de sécurité aussi. Donc comment ça se présente? Dans mon équipe, on a créé un template qu'on utilise parce que comme ça, c'est hyper facile à créer. Et donc, on va avoir la partie information sur le défaut. Donc là, on va toujours se mettre à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe pour l'utilisateur? Et ensuite, chercher les contre-mesures. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais zoomer un peu sur les différentes parties, parce que là, c'est un peu petit. Qu'est-ce qui se passe si je prends ma faille de contrôle d'accès? Donc, je vais décrire ma faille. Donc, en tant qu'utilisateur, je peux changer le compte de n'importe quel utilisateur, donc modifier par exemple ses données sans être connecté. Donc je vais pouvoir modifier le prénom de quelqu'un sans être connecté. Et du coup, évidemment, c'est problématique.
Et donc, on va regarder le code. Et donc, dans le code, on va voir que là, il n'y a pas de pre-authorize. Donc, moi, je fais du Spring. C'est un framework Java. Et donc, normalement, il y a une petite annotation pre-authorize qu'on met sur nos routes et qui va nous permettre de contrôler qui a accès à telle ou telle route. Et donc, maintenant, on va aller analyser qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va faire 2 analyses. C'est ça qui est important. On va analyser pourquoi ça a été introduit, comment ça se fait. Et dans un deuxième temps, on va analyser pourquoi ça n'a pas été détecté, pourquoi ça a été mis en production. Est-ce qu'on aurait pu le détecter en amont? Donc là, par exemple, j'ai Justine qui a copié la fonction de création du compte d'utilisateur. Création d'un compte, n'importe qui peut créer un compte. Et donc, il n'y avait pas de pre-authorize. Et donc, ce qui est important, une idée qu'on s'est donnée de contre-mesure, c'est on va se dire on va ajouter un pre-authorize partout. Comme ça, si quelqu'un fait un copier-coller, il y aura où le pre-authorize. Et il sera spécifiquement écrit à permit all. En plus, comme ça, quand quelqu'un va relire mon code, si je fais des PR et qu'il y a quelqu'un qui vérifie mon code avant qu'il aille en prod, il va voir ce permit all, il va peut-être se dire tiens, c'est bizarre, est-ce que cette route, elle est vraiment censée être accessible à tout le monde? Et donc, ils vont pouvoir, ça va éviter de propager le défaut. Et donc, par exemple, là aussi, c'est notre PO, Léo, il n'avait pas précisé qu'il fallait authentifier. Bon, on peut se dire, dans ce cas-là, c'était peut-être un peu évident, mais donc, ça peut être intéressant. Et en tout cas, c'est un bon point de formation ensuite de l'équipe, notamment du métier. Parce que c'est important de former aussi votre métier à la sécurité. Et du coup, de lui présenter ça et de lui expliquer ce qui se passe. Et ensuite, du coup, on analyse ce qui aurait pu empêcher que ça arrive en prod. Et donc, pour ça, on aurait pu mettre un test. Donc voilà, mais surtout, en fait, ce qu'on va vouloir faire, surtout avec la première contre-mesure, c'est mettre un test pour vérifier qu'on a toujours un pre-authorize sur les contrôleurs. Comme ça, si jamais quelqu'un crée un pre-authorize un jour, il y a plus de, il aura la CI qui va fail ou ses tests qui vont fail. Et donc, c'est pour ça que nous, on a rajouté un petit bout de code qui s'appelle test all routes are secured. Voilà, bon, c'est assez facile. Et donc, on va aller récupérer tous les contrôleurs et vérifier qu'ils ont la notation pre-authorize qui vient bien d'ailleurs du Spring Framework Security. Donc voilà, et donc ça évite. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un test fail, ce test fail sur une nouvelle route qui avait été ajoutée parce que le développeur n'avait pas rajouté la notation. Et donc, ça a permis qu'il se repose avec le métier. Qu'est-ce qu'on veut faire comme contrôle d'accès sur cette route? Est-ce qu'on n'y avait pas réfléchi? Heureusement, on a eu un test qui a fail pour nous le dire. Et du coup, grâce au QRQC, on a déjà créé plusieurs outils d'automatisation. Donc sur mon projet, on a sur une de mes API, j'ai 436 endpoints, donc ça fait quand même pas mal. Donc c'est cool. Maintenant, je sais que j'ai un permit all, mais ça ne suffit pas forcément à savoir est-ce que le contrôle d'accès qui est mis dessus, c'est le bon. Donc j'ai créé un outil qui est open source, que si vous faites du Spring, vous pouvez l'utiliser aussi sur vos projets. Et ça permet de créer un petit tableau très simple de la route et quelle est la méthode et quelles sont les autorisations qui sont associées. Donc voilà, ça me permet de voir que, par exemple, qui a le droit de chercher l'ensemble des clients, seulement, bon, CDA c'est chargé d'affaires dans mon cas, mais donc seulement les gens qui sont managers et chargés d'affaires. Donc voilà, et etc. Et ça me remonte aussi ceux qui n'ont pas de pre-authorize. Moi, ça ne me sert plus vraiment parce que normalement, ça ne m'arrive pas. Mais en tout cas, ça peut être utile sur certains projets. Et comment ça marche, du coup, c'est on va aller regarder donc, le POM. Le POM, c'est l'équivalent du package.json des applications Spring. Et on va ensuite aller chercher toutes les annotations. Et sur ces annotations, on va pouvoir regarder sur chaque contrôleur quelle est l'annotation qui va être mise sur ce contrôleur et vérifier qu'on a bien le pre-authorize qui vient bien de Spring Framework Security. On a aussi, donc j'ai développé cet outil pour Spring, mais on ne fait pas que du Spring à Théodo. Et donc, on l'a aussi développé pour Symfony et pour Django, parce que c'est en fait des failles qui sont quand même assez courantes. C'est pour ça que c'est le top 1 de l'OWASP. Et donc, c'est aussi pertinent sur d'autres projets. Donc c'est ce qu'on a fait, on a capitalisé, on a répandu cette
cette expertise au sein des différentes équipes pour pouvoir s'améliorer en continu. Une autre catégorie sur laquelle on a pas mal bossé, c'est les injections, parce qu'on fait aussi du front, donc il y a aussi des injections dans le front, par exemple. Et du coup, on a notamment fait un outil de détection des XSS. C'est hyper simple, c'est une règle ESLint. Ça a pris, je sais pas, peut-être 10 minutes à écrire cette règle ESLint, mais maintenant, elle permet d'éviter que des développeurs mettent du dangerously set inner HTML, donc mettre du HTML sans avoir sanitisé avant. Et donc, en fait, c'est plein de petits warnings qui vont dire aux développeurs, les aider à mieux coder et à coder de manière sécurisée. Il y a plein d'outils qui sont hyper utiles, pas que des outils qu'on a développés, hein. Il y a aussi d'autres outils que j'ai, comme SameGrep ou d'autres outils dont j'ai entendu parler, etc. Et je les ai répertoriés dans un repo GitHub. Donc voilà, n'hésitez pas à y contribuer aussi. Moi, je serais hyper contente d'apprendre de nouveaux outils. S'il y a des outils que vous utilisez pour automatiser la manière dont vous codez de manière sécurisée, trop chouette. Vraiment, venez contribuer. Mettez des stars aussi ou partagez-le s'il y a des gens que ça peut intéresser autour de vous, parce que ça peut aider à sécuriser plus le web tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Je serais hyper contente d'avoir vos feedbacks. J'ai aussi, on écrit une newsletter donc dans ma boîte de sécurité où on explique justement les failles récentes de sécurité pour former les développeurs. Donc, vous pouvez vous inscrire. On sort un livre bientôt. J'ai plein d'infos, hein, désolée. On sort un livre bientôt. Donc, voilà, ça va arriver vers janvier-février. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou sur Twitter. Je donnerai des infos. Et dernier point, il y a mes slides ici, si jamais ça vous intéresse, parce que vous n'avez pas eu le temps de voir tous les liens, etc. Ça peut être utile. Si vous n'aimez pas scanner les QR codes, y en a certains où j'ai mis les liens, parce que moi, j'aime pas trop scanner les QR codes en général, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup.